Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous continuons l'analyse de la vidéo précédente sur la solution statique à symétrie sphérique. Donc nous avions déterminé que fonction A et B étaient liées par A égale 1 sur B. Alors on peut les introduire dans les coefficients du tenseur de Ricci, ce qui nous donne alors R θ égale à 1 plus R B' plus B, R est égal à B seconde sur 2B plus B' sur RB. Et ça, on voit que c'est tout simplement R' θ sur 2RB. R phi est toujours égal à sinus carré θ r θ et RTT est simplement égal à moins RR. Cela signifie que si le tenseur de Ricci s'annule, Rθ s'annule et automatiquement tous les autres coefficients sont nuls. Donc tout ce qu'on doit faire, c'est annuler la première relation. Ce qui nous donne B plus R B' est égal, pardon, c'est moins 1 ici, est égal à 1. Et donc que D sur DR de BR est égal à 1. Et donc, BR plus R est égal à, BR égale R plus C, où B égale 1 plus C sur R, où C est une constante qui reste à déterminer. Alors pour la déterminer, c'est assez facile. C'est un peu comme nous avions fait précédemment. Si on est à petit r très grand, on est très loin, la gravité est très faible, et dans ce cas-là, la gravité newtonienne est tout à fait applicable. Elle est correcte. Et on avait vu que dans ce cas-là, GTT, qui est égal à moins B, est égal à moins 1 plus 2 phi, où phi est le potentiel gravitationnel. Phi égale moins Gm sur R. Alors, on définit une grandeur qu'on rencontre constamment dans ce type de solution à symétrie sphérique. On la note petit r G. C'est une grandeur qu'on définit comme étant 2Gm sur C carré. Alors, vous l'avez peut-être noté, mais notamment quand j'ai écrit les métriques, mais je n'avais pas la constante C. En fait, par facilité, on pose souvent la constante C égale 1. La constante de la vitesse de la lumière. On choisit des unités de manière à ce qu'elles soient égales à 1, ce qui simplifie les calculs en éliminant tous les C carrés qui traînent dans tous les coins. Ici, je réintroduis la constante de la vitesse de la lumière. Je l'écris explicitement. Et donc, je définis RG égale 2Gm sur C carré. Elle porte divers noms. On l'appelle rayon gravitationnel, d'où le nom de RG, ou rayon de Schwarzschild. Il a un nom assez difficile à prononcer. Schwarzschild. On l'appelle aussi horizon de Schwarzschild, ou horizon des événements, ou encore rayon du trou noir. Donc ça, nous le verrons très bientôt. Pourquoi est-ce qu'on parle de trou noir? Pourquoi est-ce qu'on parle d'horizon des événements? Ici, c'est le rayon gravitationnel. Donc, on obtient alors B est égal à 1 plus RG, 1 moins RG sur R, et donc A est égal à 1 moins RG sur R, exposant moins 1. Et ce qui nous donne l'expression de la métrique ou du temps propre, dt au carré égale 1 moins RG sur R dt carré moins
1 moins RG sur R exposant moins 1 dr carré, plus le terme angulaire habituel, pardon, moins R carré dθ carré d carré θ, plus sinus carré θ d phi carré. Cette métrique est donc la solution qu'on recherchait. C'est la métrique pour une situation statique à symétrie sphérique. On l'appelle aussi métrique de Schwarzschild. Pour R, petit r, supérieur à grand R, hors du corps, puisque nous l'avons déterminé dans le vide, quand le tenseur de Ricci est nul. On voit aussi que cette métrique présente une singularité en R égale Rg, donc au niveau du rayon gravitationnel. Puisque dans ce cas-là, ceci est égal à 1, donc on a 0, mais c'est exposant moins 1, donc c'est 1 sur 0. Donc elle est singulière, elle a un des coefficients tend vers l'infini. En fait, la courbure est très importante au niveau du rayon gravitationnel, donc on verra pourquoi il y a cette singularité qui est due à un choix particulier des coordonnées. La courbure devient très élevée, et donc pour des corps classiques, traditionnels, comme la Terre et le Soleil, on sait que au niveau de grand R, au niveau de la surface du sol, ou la surface du Soleil, on sait que la courbure n'est pas si importante que ça. La gravité n'est pas si énorme. Et donc, on doit avoir, conditions classiques pour des corps traditionnels, normaux, grand R, supérieur, et même normalement grand par rapport à Rg. Pour des corps ordinaires, on ne rencontre pas cette singularité. Ainsi pour le Soleil, excusez-moi, pour le Soleil, son rayon est de 700 000 km, sa masse est de 2 x 10 exposant 30 kg, il est très massif, et ça nous donne un rayon gravitationnel de 3 km, très petit par rapport au rayon du Soleil. Pour la Terre, on trouve... décidément. Pour la Terre, on trouve un rayon gravitationnel de 8,8 mm. 8 mm, 9 mm disons. C'est très faible aussi, donc on est bien dans ces conditions de corps classiques où on est très loin, pour la surface du sol, on est très loin du rayon gravitationnel. Et donc, cette métrique s'applique sans difficulté, sans rencontrer la singularité. À partir de là, on peut passer à des applications. Alors, celle que nous allons voir, alors pas tout de suite, mais je vais vous l'introduire, c'est le déplacement du périhélie. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous avez le Soleil, un corps parcourt une ellipse autour du Soleil. Une planète parcourt une ellipse autour du Soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orbite d'une planète, et ça, le point le plus proche s'appelle l'aphélie, et le point le plus élevé, le plus loin éloigné, s'appelle le périhélie. Alors, si on regarde bien la trajectoire, par exemple, de la planète Mercure, on constate qu'en fait, il y a un déplacement du périhélie. Ici, je l'ai nettement exagéré. Donc, l'ellipse tourne au fur et à mesure du temps. Le périhélie se déplace. Alors, si c'est fortement exagéré, on a constaté de longue date ce phénomène. Au 18e, 19e siècle, on a appliqué les théories de Newton au mouvement des planètes. On a étudié le mouvement des planètes. C'est parfois un peu compliqué parce que les planètes s'influencent mutuellement. Et ainsi, elle ne parcourt pas tout à fait des ellipses à cause de ces perturbations. On avait constaté, pour Mercure, cette avance du périhélie. En tenant compte des perturbations dues essentiellement à Vénus et à la Terre, on avait constaté que ça corrigeait une partie de ce phénomène. Donc, en l'absence de Vénus et de la Terre,
ça allait beaucoup mieux, mais il restait encore un petit décalage. Si je me souviens bien du chiffre, nous verrons ça, 42 secondes d'arc par siècle. C'est très très peu. Hein, une seconde d'arc, c'est 1/60e de minute d'arc. Une minute d'arc, c'est 1/60e de degré. Donc 42 secondes d'arc, c'est faible et c'est par siècle. Par tour, pardon. Donc 42 secondes d'arc, c'est très très peu. Mais c'était mesurable. À chaque tour, elle se décale de 42 secondes. Et ceci après avoir tenu compte des perturbations de toutes les planètes. Alors, à l'époque, d'autres cas ont été constatés comme ça, comme l'orbite d'Uranus, qui était perturbée, et Urbain Le Verrier avait calculé qu'un corps plus éloigné, massif, qui fut appelé Neptune, pouvait expliquer les perturbations observées. En observant un endroit calculé, on découvrit la planète Neptune. Belle utilisation des lois de Newton. Pour Mercure, ils tentèrent de faire la même chose, puisque son orbite se décalait, après prise en compte de toutes les perturbations, c'est qu'il devait encore y avoir une perturbation inconnue. Et donc on imagina qu'une planète devait provoquer ça. Une planète plus proche du Soleil, petite, mais suffisante pour provoquer cette perturbation. Elle fut nommée Vulcain. On calcula sa position en fonction de la perturbation observée. On regarda cet endroit-là et on ne trouva rien. Pas de planète Vulcain. Et donc, ce décalage restait totalement inexpliqué. Et ça, pour l'expliquer, il va falloir la relativité générale. Ça sera notre première application de ce que nous avons vu. Ce fut aussi la première application d'Einstein. Einstein, après avoir élaboré ce que nous venons de voir, appliqua ça au cas de l'orbite de Mercure et constata que la relativité expliquait ce phénomène. Ce fut donc déjà un premier succès, un beau succès de la relativité que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.